Donc, enchantée, moi, c'est Catherine. Je suis nutritionniste du sport. C'est moi, évidemment, qui va donner la conférence aujourd'hui. Donc, le sujet, en fait, c'est comment préparer ses courses. Donc, ça peut fonctionner pour des courses à l'entraînement, mais vraiment, le sujet est plus pointilleux là, vers les courses, les événements. En fait, pour les événements entre elles, évidemment. Donc, si vous avez des questions pendant, n'hésitez pas à lever la main, ça va me faire plaisir d'y répondre. Sinon, si vous avez des questions plus tard, à la fin, il va y avoir aussi une période de questions. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Donc, est-ce que tout le monde ici fait une course cette fin de semaine? Oui, pas mal. Parfait. Super. Donc, je vais me présenter un petit peu. En fait, comme je l'ai mentionné, je suis nutritionniste du sport. Donc, j'ai gradué du bac en nutrition de l'Université Laval en décembre 2016. Par la suite, j'ai décidé de me spécialiser en nutrition sportive et j'ai complété mon diplôme du Comité international olympique en décembre 2022. Donc, c'est un diplôme là, sur une durée de 2 ans. Généralement, en fait, là, au jour le jour, j'accompagne des coureurs, des triathlètes, des sportifs de différents autres sports aussi pour adapter, en fait, l'alimentation aux entraînements, aux événements différents, donc compétitions, tournois, courses. Donc, voilà. Puis aussi, à côté, sur une autre note, je fais aussi de la course à pied depuis peu. J'adore les voyages, puis évidemment, comme toute nutritionniste, j'adore la bonne bouffe. J'aime ça découvrir des nouvelles saveurs, des nouvelles recettes et tout. Donc, pour ce qu'on va voir, dans le fond, aujourd'hui, on va commencer par regarder le commencement. Fait que par où est-ce qu'on commence quand on veut planifier une course? Ensuite, on va parler des glucides pendant la course, l'hydratation, le repas avant la course. Ensuite, on va regarder comment planifier une stratégie pour le jour J, pour la journée de la course, faire le point, puis finalement, comme je vous ai mentionné, il y aura une période des questions là, à la fin si vous voulez. Mais encore une fois, s'il y en a tout au long là, de la présentation, n'hésitez pas. Donc, commencer par le commencement. Donc, la première chose à regarder quand on a une course qui s'en vient, c'est comment est-ce qu'elle se positionne, cette course-là, dans notre saison. Souvent, il va y avoir plusieurs courses dans une saison. La saison de course peut commencer très tôt, elle peut commencer aujourd'hui, demain, elle peut commencer un petit peu plus tard. Donc, c'est de voir, c'est quoi mon expérience en course? Est-ce que ça fait plusieurs courses déjà que je fais? Est-ce que je suis tout nouvelle dans ce milieu-là? Ça va pouvoir aider à voir sur quoi est-ce que je vais focusser dans ma préparation. Parce qu'il y a des choses sur lesquelles on peut focusser quand on a fait plusieurs essais, on a un petit peu plus de bagages, puis il y en a d'autres pour lesquelles c'est quand même important là, de focusser dès le départ. Ensuite de ça, le nombre de courses prévues dans la saison, le moment de la course, est-ce que c'est tôt, au milieu, tard, et l'importance de cette course-là. Donc, pourquoi est-ce que c'est important de prendre ça en considération? C'est que si c'est une course plus ou moins importante, une distance plus petite, mais qu'on a vraiment un objectif plus tard dans la saison, peut-être que cette course-là, qui est plus petite, moins importante, si on peut dire, elle va pouvoir nous servir à faire des tests. Donc, est-ce qu'on va pouvoir essayer une nouvelle stratégie? Est-ce qu'on va, au contraire, si c'est la deuxième, troisième, est-ce qu'on peut prendre déjà ce qu'on a fait puis venir le peaufiner un petit peu plus? Puis, c'est sûr que si c'est notre objectif, des fois, on peut avoir des courses de distance un petit peu plus faible, de durée moins longue, puis finalement avoir un gros objectif vraiment à la fin de la saison. Pour arriver vraiment prêt à cet objectif-là, cette course-là, on peut utiliser les autres avant pour justement le planifier, faire des tests. Fait qu'évidemment, si c'est notre course la plus importante, c'est vraiment pas le moment d'essayer des nouvelles affaires. Fait que c'est pour ça que tôt dans notre saison, il faut savoir, j'ai combien de courses, quand est-ce que je peux faire des tests, puis c'est ça, quand est-ce que c'est plus judicieux d'être un petit peu plus prudent dans ma stratégie. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'avoir une idée claire du déroulement idéal de notre course.
On va regarder un petit peu plus tard là, les points à prendre en considération. Mais pourquoi est-ce qu'on veut savoir comment on veut que ça arrive? C'est pour la planifier à l'avance. Donc, ça, je le dirai jamais assez. Il faut se prendre à l'avance. Donc, c'est sûr que s'il y a des nouvelles choses que vous apprenez aujourd'hui, ce n'est pas une bonne idée de les essayer demain. Okay? Il faut les essayer pour voir justement la propre tolérance. Ça, je vais le répéter là, vraiment souvent là, au cours de la conférence. Donc, se prendre d'avance, ce qui va permettre de tester les produits, les aliments, tester l'hydratation, tester qu'est-ce qu'il y a au ravito aussi. On va en parler des ravitaux, c'est quand même un point important à prendre en considération. Bon, qu'est-ce qu'on va vouloir planifier pour chaque course? Donc, il y a 4 choses ici. J'aurais pu ajouter aussi une 5e. Pour les besoins et le temps qu'on a aujourd'hui, on va se concentrer vraiment sur les points 1, 2 et 3. Donc, pour chacune des courses qu'on a, on veut planifier les glucides pendant notre course, qui est super important. Est-ce que c'est nécessaire ou non pour la durée de la course? Quelle source de glucides? De quels aliments est-ce que je vais aller les chercher? Et quelle quantité? On va tout voir ça par la suite. Ensuite de ça, hydratation, donc la quantité de liquide. Est-ce que je prends des liquides qui vont avoir des électrolytes, qui n'en auront pas, qui vont avoir des glucides, qui n'en auront pas? Et le repas avant la course. On peut aussi regarder, voir si on aurait besoin de suppléments. Je pense entre autres aux suppléments de caféine. Ce n'est pas toujours nécessaire, mais dans certains cas, ça peut être pertinent. Le 5e point que je n'ai pas écrit là, ce serait aussi la surcharge en glycogène, donc l'alimentation les 2 jours précédents la course. Mais là, comme je vous ai dit, on a un petit peu un temps limité, fait qu'on va se concentrer sur les points 1, 2, 3 aujourd'hui. Si vous avez des questions par la suite sur les 2 autres points, là, les suppléments ou encore la surcharge en glycogène, bien, gênez-vous pas, là, je vais pouvoir y répondre. Donc, les glucides. On va commencer avec combien? Fait que les glucides, en fait, là, c'est vraiment le point tournant d'une course, c'est la source d'énergie principale à l'effort du corps. Donc, c'est vraiment important de ne pas les négliger. Okay? Donc, combien est-ce qu'on va vouloir en prendre? Donc, ça va dépendre de la durée de notre événement, de notre course. Donc, plus c'est long, plus on va vouloir avoir une quantité de glucides qui va être élevée. Il y a autre chose qui va entrer en considération aussi, entre autres le dénivelé. Est-ce que c'est plus intense, moins intense? Mais vraiment, on va toujours commencer de la durée. Donc, pour des événements d'1h30 et moins, on va viser de 0 à 30 grammes de glucides par heure. Donc, c'est vraiment important de garder la notion par heure, parce que si notre course, elle nous dure, par exemple, 1h30, puis qu'on vise 30 grammes de glucides par heure, bien, ce n'est pas juste 30 grammes qu'il faut planifier à apporter, c'est 45. Ensuite de ça, pour des événements qui vont être entre 1h30 et 2h30, on va viser entre 30 et 60 grammes par heure. Donc, encore là, c'est important de faire la multiplication en fonction de combien d'heures est-ce qu'on pense que ça va nous prendre. Et pour des événements qui sont plus longs, donc de 2h30 et plus, à ce moment-là, on va viser des quantités qui vont être de 60 à 90 grammes et même plus. Récemment, dans les dernières années, il y a aussi des études qui ont été faites sur des coureurs d'ultra-trail, des coureurs élites, à savoir si c'était possible d'augmenter la quantité de glucides à l'heure au-delà de 90 grammes. Puis, il a été démontré, c'est sûr que c'est quand même encore récent là, au niveau des études, il y a besoin de peut-être un peu plus de peaufinement puis un peu plus d'études par rapport à ça, mais d'augmenter jusqu'à 120 grammes de glucides même à l'heure pour les ultra-endurances pourrait augmenter les performances, diminuer la fatigue musculaire, puis même avoir un lien aussi sur la récupération pour les jours suivants. Donc, toutes ces quantités-là, donc il y a toujours un range de 30 à 60, par exemple, 60 à 90. Donc, ça va varier en fonction de autant, justement, l'intensité. Donc, c'est sûr que quand c'est plus intense, le corps va avoir besoin d'une quantité d'énergie supplémentaire, donc va utiliser encore plus ses glucides en réserve. Donc là, on va peut-être aller un petit peu plus là, vers
la portion un petit peu plus élevée là, de la concentration ici. Alors que si c'est un peu moins intense, ben, on peut aller vers vraiment le chiffre qui va être un petit peu plus bas. La tolérance individuelle aussi, c'est super important à prendre en considération parce qu'il y a des gens qui ne vont pas tolérer d'avoir plus de 60 grammes à l'heure, par exemple. Donc, à ce moment-là, ben, c'est important de respecter sa tolérance. Par contre, il faut savoir que le tube digestif s'entraîne. Donc, c'est possible d'augmenter graduellement la quantité de glucides par heure pour avoir une meilleure tolérance à long terme. Donc, évidemment, quand je vous parlais des 120 grammes à l'heure pour les athlètes élites qui ont été étudiés, bien, ces athlètes-là étaient déjà entraînés à consommer une bonne quantité de glucides. Donc, ils n'ont pas passé de 0 à 120, là, parce que vraiment, ça n'aurait pas fonctionné. Fait que c'est vraiment important d'augmenter graduellement et de tester. Donc, c'est pour ça aussi qu'en regardant la quantité que ça nous prend pour une course X, bien, si nous, on calcule que ça nous prend, je ne sais pas, un 60 grammes de glucides par heure, mais qu'à l'entraînement, en ce moment, on tolère seulement 30, bien là, ça va peut-être être important de focusser un peu là-dessus pour essayer d'augmenter graduellement pendant les entraînements la planification pour avoir assez de glucides au moment de notre course. Fait qu'est-ce que ça allait pour ça? Donc, les glucides, vraiment, à ne pas négliger, puis la quantité est quand même importante. Je dirais, la plupart des gens que moi je rencontre ne consomment pas assez de glucides à l'heure. Ils ont l'impression qu'ils en consomment assez, mais après vérification, souvent, ce n'est pas suffisant. Puis juste en augmentant un petit peu la quantité, ça fait vraiment, vraiment une différence, autant sur l'énergie pendant, mais aussi, comme je l'ai mentionné, sur la récupération. Donc, l'une des principales raisons des troubles digestifs, c'est l'alimentation pendant la course. Donc, pourquoi, en fait, c'est que quand on court, le sang va aller vers les muscles qui sont en mouvement, donc vers les jambes. Puis, quand on mange, ben, on a besoin d'avoir une certaine circulation sanguine qui va aller dans l'intestin pour bien absorber les nutriments. Donc, quand on fait les deux en même temps, ben, le corps va vraiment plus prioriser la course, ce qui fait que le flot sanguin au niveau de l'intestin va être un petit peu plus faible, puis c'est ça qui crée souvent les troubles digestifs. Ce qui peut causer aussi des troubles digestifs, c'est que quand on va aller à 60 grammes de glucides et plus par heure, bien là, il y a une certaine quantité maximale là, que l'intestin peut absorber de glucose. Donc, on va en parler un petit peu plus loin. Mais une bonne stratégie, c'est vraiment de varier ses sources de glucides pour augmenter le taux d'absorption par heure. Donc, en fait, là, c'est ça, pour éviter justement d'avoir les troubles digestifs, c'est vraiment de la pratique. Pratique. Il faut entraîner notre tube digestif. Et donc, se prendre à l'avance. Donc, qu'est-ce qu'on prend? Donc, des glucides, oui, mais quoi? Où est-ce qu'on en retrouve? Donc, on peut avoir autant des aliments, autant des suppléments. Donc, sûrement que vous connaissez déjà des suppléments sur le marché, là, des suppléments pour sportifs. Il y en a vraiment beaucoup. Mais c'est aussi possible d'introduire des aliments usuels là, qu'on va retrouver dans notre garde-manger, surtout en course en trail, parce que souvent, la vitesse, l'intensité est un petit peu plus faible, ce qui fait que c'est un petit peu plus facile là, à digérer à ce moment-là. Donc, est-ce qu'on prend des liquides, des gels, des solides? Si l'intensité est plus élevée, je recommande par contre d'aller vers des aliments qui vont être plus en gel ou des aliments liquides. Donc, si il y a beaucoup de dénivelé puis que c'est très intense comme portion de votre course, c'est peut-être pas le moment là, d'aller manger un sandwich au beurre de pinot. Ça va être plus difficile à digérer. Donc, à ce moment-là, si on a vraiment une intensité qui est plus élevée, on va prioriser des aliments justement liquides ou encore en gel. Mais si l'intensité est plus faible, à ce moment-là, on peut y aller aussi vers des solides. Encore une fois, mais c'est toujours variable en fonction de la tolérance de chacun. Il y a des gens qui vont être capables de manger à peu près n'importe quoi sur leur parcours puis qui ne verront pas vraiment de différence là, au niveau intestinal. Puis il y en a d'autres pour qui ben, c'est un petit peu plus fragile, fait qu'il faut faire un petit peu plus attention.
Au niveau des types de glucides, là, c'est un petit peu ça que je vous parlais tantôt. Donc, il y a un maximum de 60 grammes de glucose à l'heure que l'intestin peut absorber. Sauf que là, si on veut plus de 60 grammes à l'heure, on est un petit peu mal pris, ce qui fait que pour être capable d'absorber plus de glucides, bien, on va se tourner vers un autre type de glucides qui va être le fructose. Donc, pour savoir s'il y a du fructose dans vos suppléments, vous pouvez aller voir sur les listes d'ingrédients. Donc, il va être écrit le glucose, maltodextrine ou encore fructose. Des fois, il y a les trois aussi. Mais s'il est écrit fructose dans la liste d'ingrédients, là, à ce moment-là, vous savez que c'est un produit qui va contenir les deux et donc qui peut être intéressant d'introduire à votre stratégie si vous avez plus de 60 grammes de glucides par heure. En bas du 60 grammes à l'heure, ce n'est pas nécessaire vraiment de se tourner vers ces produits-là. Il reste que si c'est des produits que vous appréciez et que vous aimez, bien, il n'y a pas de problème là non plus. Donc, plus concrètement, qu'est-ce qu'on peut prendre? Il y a une liste. Évidemment, la liste, elle s'allonge. C'est vraiment juste des exemples. Donc, en termes d'aliments, on peut autant aller avec des jujubes, du sirop d'érable, du miel qu'on retrouve facilement à la maison, des compotes de fruits, du jus, une boisson pour sportifs maison, ça fait aussi, des barres tendres, des barres protéinées, du pain, des boules d'énergie, des craquelins. Fait que vraiment, dès que ça fait partie de la famille des féculents, donc qui est faite à partir de farine ou encore de produits céréaliers, ça peut faire partie de la liste ou encore des fruits aussi. Ensuite de ça, au niveau des suppléments, j'en ai listé quelques-uns ici. Il y en a vraiment beaucoup plus, là, fait qu'il y en a sûrement que vous reconnaissez. Mais il y en a d'autres aussi sur le marché qui sont tout à fait adéquats. Puis sinon, si on veut regarder pour les suppléments qui vont contenir du fructose, encore une fois, il y en a d'autres, là. J'en ai juste listé quelques-uns, mais Upica, Morten, tout ce qui est supplément à base de sirop d'érable va contenir du fructose aussi. Donc, rapidement, je pense à Brix, là, dont leurs suppléments sont à base de sirop d'érable. Le Gatorade Endurance, le Sparks, les gels et boissons goût aussi. Puis la plupart des fruits et des barres énergétiques vont en contenir aussi. Donc, encore une fois, si vous voulez savoir si votre produit contient du fructose, il faut regarder vraiment sur l'étiquette nutritionnelle. Il va être écrit. C'est sûr que si c'est un aliment qui n'a pas d'étiquette, là, c'est un petit peu plus difficile. Vous pouvez vous référer à une nutritionniste pour savoir s'il y a du fructose à l'intérieur. Ensuite, quand est-ce qu'on prend nos glucides? Eh bien, dès le début, c'est important de commencer, de ne pas attendre, en fait, de manquer d'énergie. Okay? Donc, la quantité de glucides les glucides qu'on va ingérer, ce que ça va nous permettre, c'est de réduire l'utilisation de nos réserves de glucides dans nos muscles et dans notre foie. Donc, si on attend de manquer d'énergie, là, ça veut dire que nos réserves sont déjà un peu basses. Donc, c'est important de commencer dès le début. Vraiment avec nos aliments, de ne pas attendre d'avoir nécessairement faim ou de se sentir un petit peu plus ferme. Ce qui est suggéré aussi, c'est à intervalles réguliers. Évidemment, ça va être en fonction des ravitaux, peut-être, en fonction de votre tolérance, en fonction de la quantité que vous devez consommer aussi. Donc, si on a une quantité plus élevée à l'heure, bien, peut-être que la fréquence va être un petit peu plus rapprochée. Mais encore une fois, si on passe 1 heure à rien manger du tout, ben là, on risque de manquer d'énergie. Puis si on prend des grandes quantités à la fois, donc d'où le 3e point, ben là, c'est là qu'on risque d'avoir des points, d'avoir des inconforts, peut-être mal au cœur, ballonnement. Donc, dès le début, à intervalles réguliers, puis en petite quantité à la fois. Donc, voilà pour la potion glucides. Est-ce qu'il y avait des questions pour cette partie-là? Non? Parfait. Donc, on continue avec l'hydratation. L'hydratation, c'est quand même... on entend beaucoup de choses sur l'hydratation. Il y a beaucoup de façons de penser. Il y a beaucoup d'études aussi qui ont été faites. Mais vous allez voir que c'est un petit peu... c'est pas super clair, là, dans le sens que la ligne, elle n'est pas tracée là, très clairement là, par rapport aux recommandations sur l'hydratation.
Ce qu'on sait par contre, c'est qu'une mauvaise hydratation peut mener à une diminution des performances et aussi à des troubles digestifs. Donc, le but, c'est d'éviter la déshydratation, évidemment, mais on veut aussi éviter la surhydratation. Donc, on parle beaucoup de déshydratation, mais des fois, en ayant vraiment peur d'être déshydraté, il y a des gens qui vont peut-être justement boire trop, puis là, à ce moment-là, ça peut causer d'autres problèmes. Il faut faire attention à ce niveau-là. Donc, quand est-ce qu'on boit? Tout le temps, avant, pendant, après la course. Super important. Donc, quand on commence la course bien hydratée, déjà, on part avec un pouce en l'air. Donc, ça va déjà mieux. Donc, on veut focuser sur un bon niveau d'hydratation dans les jours précédant la course. Donc, on peut se setter peut-être 2-3 jours là, vraiment à focuser d'être bien hydraté, de boire suffisamment d'eau et de liquide. Et on veut aussi s'assurer d'être bien hydraté en commençant la course, donc juste avant. Ensuite, pendant, on va viser de prendre des petites gorgées à la fois. C'est le même principe là, que tout à l'heure avec les glucides, c'est que si on prend des grandes quantités d'eau, là, à ce moment-là, ça peut créer un inconfort au niveau de l'estomac, puis c'est pas agréable. Puis après, mais ça va aussi être important de reprendre les liquides qu'on a perdus après la course. Donc, combien? C'est la question qui tue. Donc, avant, il n'y a pas de recommandations qui sont vraiment très précises. Avant la course, pour s'assurer d'être bien hydraté, la meilleure façon de savoir, c'est vraiment en regardant la couleur de votre urine. Donc, si l'urine elle est foncée, c'est signe qu'on est déshydraté. Si l'urine elle est claire, c'est signe qu'on est bien hydraté. On ne cherchera pas nécessairement une urine là, transparente comme de l'eau. Ça, ce serait signe qu'on aurait peut-être un petit peu trop bu, mais un genre de jaune limonade. Okay? Donc, dans les jours précédents, si vous buvez suffisamment de liquide et que votre urine est claire, dites-vous que vous êtes bien hydraté. Quand je parle de liquide, là, tous les liquides vont compter, à l'exception de l'alcool là, qui va plus peut-être favoriser la déshydratation, mais de l'eau, du lait, du jus, peu importe. Donc, tous les liquides que vous avez, si vous prenez de la soupe, ça compte aussi dans des liquides. Juste avant la course, donc dans les 2 heures avant. Si 2 heures avant votre course, vous avez soit pas uriné, ou encore que vous avez uriné, mais que votre urine était foncée, ce qui est recommandé, c'est de prendre un 250 à 500 ml de liquide pour favoriser une meilleure hydratation, surtout si vous savez qu'il va faire chaud pendant la course. On peut même ajouter des électrolytes à l'intérieur pour une meilleure rétention d'eau. Généralement, là, c'est 250 à 500 ml, mais ça va être environ un 5 à 7 ml par kilogramme de poids. Donc, à titre indicatif, la plupart des gens vont connaître leur poids en livres, là, mais pour le savoir en kilos, c'est le poids en livres divisé par 2,2. Donc, si justement 2 heures avant la course, on n'a pas uriné ou que l'urine elle était foncée, là, on peut prendre davantage de liquide. Pendant la course. Donc, il y a beaucoup de choses, encore une fois, qui vont vraiment faire varier la quantité d'eau nécessaire pendant la course, dont le taux de sudation, donc à quel point est-ce qu'on perd de l'eau par heure quand on court ou quand on fait de l'activité. La température, donc plus il fait chaud, évidemment, plus on va suer, plus on va perdre de l'eau, plus il faudra en reboire. Le parcours, si c'est un parcours qui est plus difficile, plus de dénivelé, l'intensité est plus élevée et donc la création de chaleur est plus élevée et donc on a besoin d'un petit peu plus d'eau aussi. Et finalement, la vitesse. Donc, quelqu'un qui va aller plus lentement va peut-être avoir besoin d'un petit peu moins d'eau que quelqu'un qui va courir plus rapidement. Donc, la meilleure vraiment façon de savoir pour vous, c'est sûr, pour avoir une quantité un petit peu plus précise, c'est vraiment de faire un test de sudation, donc de savoir là, combien d'eau que vous perdez par heure pour savoir vous guider un petit peu là, par rapport à ce que vous devriez boire pendant. Par contre, ça peut être un petit peu plus laborieux là, comme technique, surtout si on n'est pas accompagné. Donc, les recommandations générales, ça pourrait varier là, entre 400 et 800 millilitres par heure. Vous allez remarquer, par exemple, entre 400 et 800 millilitres, c'est quasiment le double. Fait que, le range est quand même grand.
Fait que c'est vraiment de se fier par rapport à vous si vous savez que vous perdez beaucoup d'eau. Si après une course, un entraînement, vous êtes détrempé puis qu'après avoir séché, ben, il y a beaucoup de sel sur votre peau, c'est signe que vous perdez beaucoup d'eau. Puis qu'en plus de ça, ben, il y a plus de sodium que vous perdez dans votre sueur. Donc, c'est pour ça que je vous disais, c'est pas super clair, c'est vraiment individuel. Puis c'est de bien vous connaître, de faire vos tests aussi là, pendant vos entraînements. Ensuite, après, idéalement, on va vouloir reprendre 1,5 fois les liquides qui sont perdus. En théorie, c'est bien beau. Là. On se pèserait après la course, puis chaque kilo perdu équivaut à 1 litre d'eau. Fait qu'on pourrait faire fois 1,5. Mais en pratique, il n'y a personne qui traîne sa balance là, après une course, après un événement. Donc, juste de se rappeler, en fait, là, de boire des liquides après la course avec des électrolytes à l'intérieur pour vraiment reprendre son niveau d'hydratation. Donc, comment est-ce qu'on prévient la surhydratation ou la déshydratation? Donc, la surhydratation et ou hyponatrémie. Dans le fond, la surhydratation, là, ça va arriver quand on va boire plus que l'eau qu'on va avoir perdue. L'hyponatrémie peut arriver selon 2 scénarios. Premier scénario, on a bu plus que ce qu'on a perdu et donc ça a dilué la quantité, la concentration de sodium dans le sang. Ou encore, on a perdu des liquides qu'on n'a pas nécessairement trop bu, mais ce qu'on a repris n'avait pas assez de sel à l'intérieur. Ça aussi, ça peut causer une hyponatrémie. Donc, l'hyponatrémie, dans le fond, ça peut avoir des conséquences assez négatives. Il y a des gens qui vont se sentir étourdis, qui vont avoir des malaises. Puis ce qui est difficile de savoir avec ça, en fait, c'est que les symptômes sont quand même plutôt semblables là, à la déshydratation. Fait que des fois, les gens ils pensent qu'ils sont déshydratés, fait que là, ils boivent encore plus. Fait que là, ben, ça accentue encore l'hyponatrémie. Pour le savoir, là, la meilleure façon, vous pouvez faire le test à la maison si vous avez une balance. Si vous pesez plus au retour de votre course qu'à votre départ, c'est que vous avez bu plus que ce que vous avez perdu en eau. Les événements qui vont être plus à risque, ça va être surtout les ultra-distances. On penserait peut-être que c'est le contraire, mais non, parce que justement, l'intensité est un petit peu plus faible, puis le temps est tellement long que des fois, les gens sont plus à risque de boire plein de gorgées tout le temps, puis de boire un petit peu trop. Donc, ultra-distance, événements de plus de 4 heures, là, ou encore les événements qui vont être dans des températures froides ou fraîches. Les coureurs qui sont plus à risque de surhydratation ou d'hyponatrémie, donc les coureurs de petit poids, donc qui ont une surface corporelle plus petite, ceux qui vont avoir un taux de sodium qui va être, pas de taux de sodium, mais un taux de sudation qui va être plus faible, ou encore un taux de sudation élevé combiné à une perte de sodium élevée. Puis dans ce contexte-là, le coureur, il reprendrait des liquides, mais il n'y aurait pas assez de sel dans ces liquides par rapport à ce qu'il a perdu dans sa sueur. Ou encore quelqu'un qui va aller à vitesse plus basse, mais qui va boire quand même souvent de l'eau là, régulièrement. Ça aussi, ça peut mener à de la surhydratation. Donc, comment est-ce qu'on prévient ça? Adapter son hydratation à la baisse s'il y a une température plus froide. Donc, si on est habitué de s'entraîner à des 24-25 températures, puis que notre prochaine course annonce plus un 10-12, bien là, il faut peut-être prendre en considération qu'on aura besoin de moins d'eau que ce qu'on avait besoin lors des entraînements. Ensuite de ça, remplacer les électrolytes perdus, donc d'ajouter des électrolytes dans nos breuvages, de prendre des gels qui vont contenir du sodium, d'avoir des aliments qui vont être salés aussi, ça peut aider. Des barres sucrées salées, des bretzels, des chips même, ça peut aider à avoir un petit peu plus de sel. Ensuite, évitez d'avoir un plan d'hydratation précis et de le suivre à la lettre. Donc, si il y a justement, là, il fait un peu plus froid puis qu'on ne déroge pas de notre plan, bien là, ça peut justement avoir des impacts négatifs. Fait qu'il faut vraiment être flexible. Évitez de boire plus de 800 millilitres par heure.
Il est écrit millilitres par litre, là, c'est millilitres par heure. Et se fier à sa sensation de soif. Donc, il y a de plus en plus d'études qui parlent de se fier à la sensation de soif. Par contre, il y a aussi d'autres études qui viennent contredire ça en disant que des fois, les sensations sont un peu altérées là, par la fatigue, par la douleur, par plein d'autres choses. Par contre, c'est quand même une recommandation qui est là, qui est de mise. Donc, de se fier à sa sensation de soif. Déshydratation. Déshydratation, ben, ça va être le contraire. Les gens sont peut-être un petit peu plus au fait là, de qu'est-ce que c'est. Donc, c'est quand on ne boit pas assez par rapport à ce qu'on a perdu comme liquide. Les événements à risque, ça va être les événements de moins de 4 heures ou encore les événements qui se passent à température très chaude ou très humide. Ensuite de ça, coureur à risque, bien, plus grande surface corporelle, donc il va avoir un taux de sudation qui va être plus élevé et sans remplacement des liquides. Et comment est-ce qu'on fait pour la prévenir? Bien, on adapte son hydratation à la hausse s'il fait plus chaud, évidemment. On boit des petites gorgées régulièrement, puis on se fie encore une fois à sa sensation de soif. Qu'est-ce qu'on boit maintenant? Dans les journées précédentes, on va surtout privilégier l'eau, évidemment. Si on est en surcharge en glycogène, on va pouvoir ajouter du jus, des boissons gazeuses qui vont maintenir le niveau d'hydratation, mais qui vont aussi augmenter les apports en glucides. Donc, ça peut être une bonne option. Donc, tous les liquides, en fond, comme je vous disais tantôt, là, tous les liquides comptent, sauf l'alcool. La journée même, jus, boisson pour sportifs, de l'eau avec des électrolytes aussi. Comme je disais tout à l'heure, si on veut se réhydrater rapidement, on peut ajouter des électrolytes dans notre boisson. Ça fait bien. Pendant la course, on va regarder la prochaine diapo. Donc, de l'eau, des électrolytes ou encore des boissons pour sportifs. C'est 3 choses, en fait, qui vont pouvoir contribuer à notre hydratation. C'est 3 choses qu'on peut combiner ensemble ou qu'on peut prendre séparément selon votre stratégie. Et après, ben, c'est tous les liquides comptent, encore une fois, sauf l'alcool qui déshydrate, encore une fois. Je sais que la bière d'après-course a fait du bien des fois, c'est bien correct. Il ne faut juste pas que vous pensiez que vous vous réhydratez correctement. Là. Fait qu'il faut peut-être comme combiner avec d'autres liquides différents suite à ce petit breuvage festif. Donc, les contextes dans lesquels on utiliserait l'eau seule, en fait, si vous avez une stratégie qui vous permet, vous avez plus des gels ou des aliments qui sont solides, qui vous donnent assez de glucides, vous n'êtes pas obligé d'avoir des glucides dans vos breuvages, c'est optionnel. Il faut quand même vous assurer qu'il y a assez de sodium dans ce que vous prenez. La plupart des gels, il y a certains gels qui sont intéressants là, au niveau contenu en sodium, mais la plupart n'en contiennent pas beaucoup, là, dans l'ordre du comme 35 mg. Ce n'est pas suffisant là, versus un 400 mg qu'on peut retrouver dans une boisson pour sportifs ou dans des pastilles d'électrolytes, là, par exemple. Fait qu'il faut vraiment choisir vos aliments judicieusement, s'assurer que, justement, il y a du sel dans ce que vous mangez. Ensuite de ça, les électrolytes, dans quel contexte? Bien, si, justement, encore une fois, vous avez assez de glucides avec des gels, des aliments, etc., mais que vous n'avez pas assez de sodium, ou encore qu'il fait plus chaud, que c'est plus humide, que vous allez perdre plus d'eau, à ce moment-là, c'est intéressant d'ajouter des électrolytes dans votre eau, soit en pastille, soit en sachet, peu importe. Il faut juste s'assurer de la concentrer comme il faut. La plupart des pastilles ou des sachets, ça va être dans un 500 ml d'eau, fait que ça se place bien là, dans des vestes d'hydratation. Par contre, si vous mettez ça dans une grosse pochette de 1 litre, assurez-vous de mettre la bonne quantité d'électrolytes dans votre 1 litre d'eau pour que la concentration soit correcte. Ensuite de ça, boisson pour sportifs, elle pourrait être utilisée seule, là, la boisson pour sportifs. Ça pourrait être votre stratégie. Moi, je prends juste des boissons pour sportifs. Il faut juste vous assurer que, tous les glucides que vous avez besoin sont comblés par ça. Puis il faut s'assurer aussi que si vous avez besoin d'une grande quantité de glucides à l'heure puis que vous faites juste boire, bien là, faut faire attention justement à ne pas trop boire puis aller en surhydratation. Fait que souvent, moi, ce que je suggère, là, c'est vraiment de combiner les deux.
Fait que d'avoir des boissons pour sportifs, mais aussi d'autres suppléments ou d'autres aliments pour venir combler en glucides pour éviter d'avoir justement une super grande quantité de liquide. Mais pour des distances qui sont plus petites, ça peut être 100% correct aussi d'avoir juste des liquides, puis à la limite de les concentrer un petit peu plus en glucides. Comme ça, on n'augmente pas notre volume d'eau, de liquide, mais on a quand même plus de glucides dans notre produit. Fait que ça aussi, ça peut être intéressant, puis une stratégie qui peut être abordée. Le repas avant la course. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent être consommées avant la course. Quand je parle du repas avant la course, c'est vraiment là, la dernière chose que vous allez manger avant le départ. Donc, ça va vraiment dépendre en fonction de c'est quoi votre setup là, du matin, puis à quelle heure est-ce que votre course débute. Donc, si vous avez beaucoup de déplacements à faire de chez vous au moment de la course ou encore de l'hôtel, ou encore si vous êtes super proche, mais c'est toutes des choses là, qui peuvent vraiment, qu'il faut prendre en considération en fait dans votre planification. Donc, il y a plusieurs options, dont première option, on pourrait prendre un repas 3 heures avant et une collation avec qui va nous hydrater ou une collation plus des liquides environ 1 heure avant le début de notre course. Si jamais on est plus serré dans le temps, on pourrait prendre un bon déjeuner qui va être léger 2 heures avant. Ou encore, si vraiment on n'a pas beaucoup de temps ou que notre course ça commence vraiment très, très tôt, bien là, on pourrait prendre quelque chose de très léger 1 heure et demie avant. Par contre, c'est sûr que si ça commence très, très tôt, sauf qu'on s'en va faire un ultra ou une ultra-distance, et c'est moyen recommandé là, d'avoir juste une petite collation là, avant de partir, ça ne sera pas suffisant. Vous risquez d'avoir faim, de manquer d'énergie. Donc, des exemples, si par exemple le départ est à 10 heures, on pourrait par exemple déjeuner à 7 heures, se déplacer, prendre une collation légère avec une hydratation là, soit en route ou au moment qu'on arrive sur le site de départ et par la suite, 10 heures, on part. Ensuite, si notre départ est vers 9 heures, deuxième option, pour avoir un déjeuner léger vers 7 heures, on se déplace, on continue de bien s'hydrater. Dans notre boisson, il pourrait avoir des glucides, ça pourrait être pertinent. Et ensuite, il y aurait le départ de la course. Ou encore, option numéro 3, si on a un départ qui est assez tôt, vers 7 heures, bien, on pourrait prendre quelque chose qui se digère facilement. Ici, j'ai mis un smoothie, mais ça peut être autre chose. Puis par la suite, bien, on aurait notre départ à 7 heures. Par contre, c'est sûr que dans l'option ici, un smoothie, ça se soutient moyen. Il faudrait s'assurer d'avoir un petit peu de protéines là, dans notre smoothie pour ne pas avoir trop faim. Donc, il y a 3 options, mais vraiment, il y a autant d'options qu'il y a d'heures de départ puis qu'il y a de coureurs. Donc, concrètement, le repas, qu'est-ce qu'on prend? Donc, si ça, vous imaginez que c'est votre déjeuner, on aurait la majorité qui va être des glucides. On veut un repas qui va être léger, qui va être majoritairement composé de glucides. Donc, pain, bagel, gruau, des fruits, du jus. Si vous êtes un amateur de sirop d'érable, c'est le temps d'en mettre dans votre déjeuner. Du miel, la cassonade. Pancakes, si vous aimez les pancakes, les crêpes, c'est une excellente option. Des céréales. Puis à ça, bien, on va ajouter un petit peu de protéines quand même pour se soutenir. Puis ensuite de ça, un petit peu de gras aussi. C'est sûr que le gras, on essaye que ce soit vraiment en plus petite quantité parce que c'est plus difficile à digérer. Donc, les points importants à retenir, c'est un déjeuner léger qui va être élevé en glucides, qui va être faible à modéré en protéines, pas beaucoup de fibres. C'est pas le temps d'ajouter des graines de chia, des graines de lin là, à votre déjeuner. C'est trop fibreux, vous risquez d'avoir des troubles digestifs. Même chose, des produits céréaliers blancs, pain blanc, crêpes blanches, muffins, du Costco. Tout fonctionne tant que ce soit faible en fibres. Ensuite de ça, ben, comme j'ai mentionné, peu de gras, fait qu'on évite les charcuteries, on évite les noix, on évite une grande quantité d'avocats, on évite, c'est ça, le saucisse, jambon, etc. Là. Les œufs, c'est possible, il n'y a pas de problème, mais si la majorité de votre assiette, c'est une omelette, ben, là, vraiment, la quantité, elle est trop grande, il va manquer de glucides. Donc, j'avais mis des petits exemples ici. Je vais les passer. De toute façon, la conférence, elle est enregistrée, fait que vous pourrez aller les revoir.
Ah oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que dans tous les cas, c'est vraiment important que votre déjeuner avant votre course, il soit testé. Il faut vraiment, vraiment le tester à l'avance. Donc, essayez-le les journées avant, les semaines avant. Faites les modifications nécessaires s'il faut. Mais, tu sais, là, je vous ai parlé de pancakes. Si vous n'êtes pas habitué à manger des pancakes, demain, ce n'est pas une bonne idée. Restez à votre idée de déjeuner que vous aviez. Okay? Vous pourrez les essayer à un autre moment si vous voulez. OK, donc, plus concrètement, la planification des courses. Donc, les points clés. Qu'est-ce qu'on veut regarder? Mettons, vous vous êtes inscrit à votre course. Là, vous savez, dans votre calendrier, c'est à peu près où par rapport à vos autres courses. Vous savez, là, qu'est-ce que, justement, là, que c'est important d'avoir des glucides, d'être bien hydraté, d'avoir un bon repas. OK. Donc, qu'est-ce qu'on regarde? La distance que vous faites. Donc, combien de temps est-ce que ça va vous prendre faire cette course-là? Par rapport à ça, ensuite de ça, les ravitaux. Donc, c'est quoi les ravitaux qui sont disponibles? Il y en a combien? Ils sont à quelle distance l'un de l'autre? Combien de temps ça va me prendre pour passer d'un ravito à l'autre? Super important. Les courses, ils vous fournissent toutes ces indications-là, soit dans le guide du participant, mais souvent en cherchant, là, en fouillant un petit peu, on est vraiment capable de savoir qu'est-ce qui est disponible où pour que vous puissiez aller vraiment planifier à l'avance. Ensuite, l'heure du départ, à quelle heure est-ce que ça commence? Est-ce qu'il faut que je me déplace? C'est quoi mon plan? Est-ce que j'ai 2 heures de route à faire ou est-ce que j'ai 30 minutes? Est-ce que je vais dormir à l'extérieur? Si je dors à l'extérieur, est-ce qu'il faut que je m'apporte des choses de la maison ou est-ce que je vais être capable de me cuisiner sur place? Est-ce qu'il y a des restaurants autour? Qu'est-ce qui va être disponible pour mon déjeuner? C'est toutes des choses qui peuvent être à prendre en considération. Et finalement, la température. C'est sûr que là, ça peut changer d'une journée à l'autre. C'est assez variable. Mais si vous faites votre course au mois de fin octobre, vous savez qu'il risque de faire un peu plus frais que si c'est la course en plein milieu du mois de juillet. De savoir au contraire aussi si votre course elle est à l'international, qui fait super chaud, mais que vous, ici, c'est le mois de février, puis qu'il fait super froid, il va falloir prendre en considération qu'il va falloir un moment d'adaptation à la chaleur aussi, parce que de passer du froid au chaud, ça fait quand même un bon clash. Donc, ça aussi, c'est à prendre en considération, surtout au niveau de l'hydratation. Donc, souvent, là, si on n'est pas bien adapté là, à la chaleur rapidement, ça va prendre un petit peu plus de liquide. Le taux de sudation va être un petit peu plus élevé. Donc, 4 choses à prendre en considération à écrire sur votre carnet. Donc, dans l'ordre, quelle quantité de glucides est-ce que j'ai besoin au total? Donc, le temps requis estimé que ça va me prendre, le dénivelé. Donc, dans quelle partie du parcours est-ce que je vais vouloir prendre mes éléments plus liquides ou mes gels, des trucs qui vont être plus faciles à digérer? Ça aussi, je peux le planifier. Ma tolérance personnelle, est-ce que j'ai déjà consommé 60 grammes à l'heure? Oui, non. Si oui, puis que ça va bien, c'est tant mieux. Je n'ai pas nécessairement à augmenter ma quantité dans mes entraînements qui s'en viennent. Ensuite de ça, est-ce que la distance nécessite que je consomme des protéines puis du gras ou encore des suppléments? Donc, c'est sûr que quand on a des longues distances, on va vouloir pas juste avoir des liquides puis des gels parce qu'on va finir par avoir faim. Fait que là, on va venir introduire des aliments qui vont être plus solides, qui vont être plus soutenants, fait qu'ils vont contenir une petite quantité de protéines, une petite quantité de gras sans nécessairement exagérer puis avoir des grandes quantités de protéines. Mais est-ce que je vais vouloir introduire des aliments plus solides pour éviter d'avoir faim ou est-ce que la distance ne nécessite pas nécessairement que j'aille justement des barres ou des choses plus consistantes? Ensuite de ça, quelle boisson et aliments je veux consommer? Qu'est-ce que je veux consommer? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'ai déjà testé et qui va bien? Puis ensuite de ça, une fois qu'on a fait la liste, c'est de savoir qu'est-ce que je traîne avec moi. Est-ce que je traîne tout? Est-ce que je peux tout traîner? La plupart du temps, la réponse c'est non, surtout sur des longues distances. Qu'est-ce qui est disponible au ravito? Est-ce que y a-t-il des choses que je peux tester à l'avance au ravito? Ça, c'est surtout important là, de connaître justement qu'est-ce qu'il y a au ravito pour les tester à l'avance. Donc, si par exemple, il y a, je ne sais pas, des suppléments X au ravito. Par exemple, aujourd'hui, il y a les
produits NAC puis Exact, là, je crois qu'ils sont disponibles dans vos ravitaux. Donc, est-ce que je les ai déjà essayés, ces suppléments-là? Est-ce que je les aime? Ça se peut que si je les essaie, je les trouve pas bons au goût ou que je les tolère pas bien. Fait qu'il faut les tester à l'avance. Combien de temps qu'il y a d'un ravito à l'autre, ça, je l'ai mentionné. Puis, est-ce qu'il y a une personne externe qui peut me ravitailler ou est-ce que je peux juste compter sur moi et les ravitaux qu'il y a? Donc, vraiment, là, ici, là, une fois qu'on sait quelle quantité qu'il faut consommer puis qu'est-ce qu'on veut consommer, c'est vraiment important, ça, ici, de faire le travail. Là, puis ça prend quand même du temps, mais une fois que c'est fait, c'est vraiment c'est super pratique parce que là, vous commencez votre course puis vous savez exactement qu'est-ce que vous en allez faire. Puis dernier point, c'est important de planifier des plans A, des plans B puis des plans C. Des E, si jamais vous voulez. Parce que des fois, ben, même si on a tout planifié, il peut y avoir des imprévus, une température, un trouble intestinal ou encore, ça se peut que rendu au kilomètre 34, on soit tanné là, de la prendre, notre petit gel à saveur d'hibiscus. Là. Ça se peut qu'on soit vraiment tanné, mais qu'est-ce que je peux faire? Ah ben, je peux changer la saveur, je peux changer telle affaire. Fait que de se prévoir plusieurs plannings pour que s'il arrive quelque chose, bien, qu'on puisse s'adapter puis que ça aille quand même bien. Et finalement, une fois que la course elle est terminée, c'est important de faire le point. C'est important de revenir. Sûrement que vous l'avez déjà fait par rapport à je ne me suis pas pris d'avance pour mon entraînement ou j'aurais dû faire plus d'intervalles ou j'aurais dû faire plus de dénivelé. Mais c'est important de le faire aussi avec la nutrition. Fait que de voir qu'est-ce qui a bien été. Est-ce que j'ai eu assez d'énergie? J'ai-tu eu des crampes? J'ai-tu eu des maux de cœur? J'ai-tu été déshydratée? J'ai-tu manqué de je ne sais pas quoi? Qu'est-ce qui a moins bien été? Puis qu'est-ce que je peux conserver pour mes prochaines courses? Fait que si vous savez là, que votre déjeuner avant votre course il a été number one, super bien passé, ben pourquoi changer une option qui va bien? Fait qu'on peut le reprendre là, pour les prochaines courses. Puis c'est la même chose aussi pour certains suppléments. La seule chose, c'est que les ravitaux, par contre, d'une course à l'autre, en fonction des partenaires, ça va vraiment changer. Fait que c'est sûr que des fois, souvent, il y a des petites adaptations à faire. Le nombre de ravitaux aussi, la distance entre chacun. Mais, ce que vous savez qui va bien, ben gardez-le. Puis, comme ça fait que votre stratégie, elle va juste se peaufiner puis être le plus adapté à vous possible. Finalement, pour conclure, fait que ça, je l'ai dit, je l'ai mentionné plusieurs fois, mais il faut se prendre en avance et il faut tester. Tester, tester, tester. C'est vraiment le mot d'ordre. Ça se peut, là. Des fois, il y a des gens là, qui vont dire « Ah oui, j'ai essayé ça sur la course, puis ça a super bien été. » Mais moi, j'ai entendu plus d'histoires à l'inverse. Genre « Ah, j'ai testé ça, je voyais tout le monde prendre ça au ravito, j'en ai pris aussi, puis ah, ça m'a tombé sur le cœur, ça l'a gâché ma course. » Ça, je l'ai entendu plusieurs fois. Fait qu'il faut tester. Chaque course est différente, demande une préparation qui va être spécifique. Ne pas négliger l'effet positif des glucides. Si vous tolérez bien, consommez-en. Ça va juste vous aider. Les ravitaux, c'est des points assez importants à considérer. Ça aussi, je vous en ai mentionné. Puis, on va prioriser une stratégie qui va être flexible. Donc, d'éviter de partir avec un plan puis de vouloir à tout prix le suivre. Peut-être que ça va bien fonctionner puis que tout va bien aller, mais souvent, il y a des imprévus. Donc, il faut être capable de s'ajuster. Au besoin, bien, consulter là, un professionnel de la santé, là, un nutritionniste du sport qui va pouvoir vous aider à faire une stratégie avec vous ou encore à vous outiller là, sur certains produits et autres. Puis finalement, bien, il y a autant de stratégies qu'il y a de coureurs puis qu'il y a de courses. Donc, ça ne sert à rien de copier exactement là, ce que votre entourage, vos amis, vos voisins font. Peut-être que vous, il y a quelque chose qui fonctionne super bien pour vous, puis que la personne à côté de vous, ça ne fonctionne pas du tout. Donc, c'est important de vraiment trouver une stratégie qui va être correcte pour vous. Donc, voilà.